Kinshasa, Lubumbashi, Matadi, Goma, Mbandaka, Bukavu, Kisangani, Mbuji-Mayi, Kenge. iWeb, l'information pour vous et avec vous En toute objectivité. À vous la parole. iWeb. C'est pour moi un réel plaisir de vous retrouver une nouvelle fois pour le cadre de cette émission Top 15. Nous traitons de questions politiques de l'heure, l'Est de la République et dans les oubliettes apparemment. Voilà pourquoi on en parle tout au long de ces Top 15, l'état de siège, avec Emmanuel Albert Moleka comme invité. Top 15. Emmanuel Albert Moleka, bonjour. Bonjour maman. Bienvenue une nouvelle fois dans cette émission Top 15. Alors, on va commencer cette émission par cette première question. Mobutu est décédé le 7 septembre 1997. Ces derniers étaient considérés comme le symbole de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale. C'était quoi sa force et ses méthodes? Écoutez, tout d'abord, lui-même disait que la paix au Zaïre, à l'époque, n'a pas de prix. Donc, il faisait tout ce qui était en sa responsabilité, en ses possibilités, afin que cette paix puisse perdurer. Autre chose qu'il y a au niveau interne, le maréchal Mobutu était un dirigeant qui, dans sa gouvernance politique, prenait le consensus. Je sais que pour beaucoup, on dit Mobutu, c'est un dictateur. C'était une personne et un dirigeant autoritaire, bien sûr. Mais lorsqu'on parle de dictature, je dis bon, d'accord, mais qu'ont fait ceux qui sont venus après, au niveau des droits de l'homme, tout ça. Mais dans sa gouvernance, il prenait le consensus. Vous savez qu'à l'époque, sous le maréchal Mobutu, chaque clan du Zaïre se retrouvait dans les institutions, dans les différentes structures de l'État, de sorte que personne n'était absent. Donc chaque clan. Et c'était un travail non seulement politique, mais un travail technique qui était assuré par différentes structures de l'État telles que le CNS. Donc le fait de mettre tout le monde ensemble, c'est ça qui donnait aux Zaïrois aussi ce sentiment non seulement d'appartenance à un pays, mais de représenter son propre pays. De représenter son propre pays. Vous conviendrez avec moi qu'à l'époque de Mobutu, on ne pouvait pas voir des voisins jouer avec nous, comme on l'a vu les dernières années. Du temps de Mobutu, surtout, je dirais, l'âge d'or de son régime, ce pays avait une monnaie convertible, le Zaïre, qui valait 2 $. Nous étions respectés à l'extérieur. Lui-même était très respecté à l'extérieur. Lorsque Mobutu se rendait à l'extérieur, les plus hautes personnalités le recevaient, même à l'aéroport. J'ai personnellement assisté, j'avais 11 ans, à son arrivée à Tokyo, au Japon, où l'empereur du Japon, qui est un dieu pour les Japonais, mais s'est déplacé à l'aéroport pour l'accueillir. Ce n'est pas parce que Mobutu était quelqu'un de spécial, mais c'est parce qu'il représentait quelque chose de spécial. Le Zaïre était devenu un pays spécial aux yeux, respecté aux yeux de la communauté internationale, parce qu'un dirigeant, vous recevez le respect protocolaire et tout ça par rapport à la valeur que votre pays a à ce moment-là. Bon, je dirais, il n'y avait pas de secret en termes de magie, mais il y avait certains principes sur lesquels il basait sa gouvernance, dans le principe de, d'abord, ce consensus qui veut dire impliquer tout le monde dans la gestion du pays. En parlant de cela, on comprend que les efforts fournis par Mobutu est parti en fumée. Aujourd'hui, pourquoi Zanga Mobutu semble-t-il s'écarter de la politique? Non, je ne pense pas que mon jeune frère Zanga se soit écarté de la politique. Vous savez, faire la politique, ce n'est pas seulement faire du bruit. Ce n'est pas seulement
courir après les médias. Les choses les plus importantes en politique se font dans le secret, dans le silence. Pour ça, les personnes les plus importantes en politique, on ne les voit pas, on ne les connaît pas. Il faut vraiment chercher pour les connaître, il faut vraiment chercher pour les voir. Vous savez, quand vous voulez faire des choses importantes, vous ne recherchez pas le bruit, vous ne recherchez même pas la reconnaissance. Parlons de l'état de siège. Vous êtes sans ignorer que les provinces du Sud et Nord Kivu sont théâtre de plusieurs rébellions, causant chaque jour qui passe terreur et désolation avec une grande perte de vies humaines. L'instauration de l'état de siège est-elle une bonne stratégie pour résorber l'insécurité dans l'Est de la RDC? Vous savez, si vous posez la question aux populations autochtones qui sont les premiers concernés, je crois que la grande majorité vous dira que nous ne vivons pas le changement positif que vous, Kinshasa, vous nous aviez annoncé. Parce que Kinshasa a annoncé que l'état de siège, ça serait comme une panacée, mais les populations autochtones vivent l'état de siège autrement. C'est vrai que lorsqu'on regarde le nombre de tués, le nombre de personnes assassinées, égorgées, depuis l'état de siège, on est à plus de 500, ce qui n'est pas bon. Okay. La question que je me pose, c'est comment a été préparé cet état de siège? Le processus de prise de décision, donc, pour que le chef de l'État décide que oui, nous allons essayer cette stratégie, est-ce que ça a été précédé par une consultation des forces vives de ces deux provinces? Est-ce qu'on a demandé leur conseil? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes qui ont été menées sur place par les forces vives? Vous savez que les forces vives à l'est du pays, principalement en Ituri et au nord Kivu, sont très actives. Beaucoup plus actives que nos forces vives de Kinshasa qui sont très politiques, mais je dirais politiques, il y a balle au bien. Tandis qu'à l'est, les forces vives sont impliquées dans la vie de tous les jours de leur communauté. D'autant plus que ce sont des provinces qui, depuis 1996, n'ont pas connu un seul jour de paix. Okay. Donc les forces vives, la société civile et même les acteurs politiques sont très au courant de ce qui se passe sur leur terrain. Est-ce que ces personnes ou ces organisations ont été consultées avant la prise de décision? C'est la question que je me pose. Mais quand est-ce que celui-ci est décrété? Donc l'état de siège. S'il vous plaît? Quand est-ce que l'état de siège est décrété dans un pays? Vous pouvez avoir l'état d'urgence et l'état de siège. Lorsque des circonstances exceptionnelles mettent en danger certains équilibres de l'État, ou même la souveraineté de l'État, le gouvernement et le chef de l'État décrètent soit l'état d'urgence, ce que nous avons connu par exemple par rapport à la pandémie Covid, soit l'état de siège. La principale différence, c'est que lorsque vous décrétez l'état de siège, même toutes les structures judiciaires, telles que tribunal, telles que parquet, passent sous la coupe de l'armée. Tandis que dans l'état d'urgence, ces structures fonctionnent normalement sous la direction du personnel civil. Okay. Mais lors de l'état de siège, toutes ces structures passent sous la coupe de l'armée. Est-ce que l'armée est aussi préparée à fonctionner dans un état de siège? Vous savez, un état de siège ne se décrète pas à la légère. Et j'ai bon espoir que cet état de siège n'a pas été décrété à la légère. Mais en RDC, est-ce que c'est la première fois que l'on tente pareille expérience? Non, ce n'est pas la première fois que l'état de siège a été décrété en RDC. Même sous Mobutu, l'état de siège a déjà été décrété dans certaines régions à l'époque. Souvenez-vous des épisodes Chaba 1, Chaba 2 par exemple.
Donc l'état de siège a déjà été décrété dans notre pays, mais encore une fois, cela dépend des situations qui vous poussent à décréter cet état de siège, et cela dépend surtout des préliminaires, de ce qui a précédé l'état de siège dans le processus de prise de décision. Examinons les faiblesses et les forces de cet état de siège, renouvelé 7 fois. Selon vous, quelles sont les premières victoires de l'état de siège? Oui, moi je parlerai de victoire lorsque les populations autochtones parleront de victoire. Moi personnellement, bon, je suis les communiqués des gouverneurs, de FARDC, tout ça. Lorsque les FARDC remportent une victoire contre l'ennemi, bien sûr, je suis content. Mais moi, je suis à Kinshasa, madame. Je suis à quasiment 2000 km du théâtre de l'opération. Et vous êtes bien informé. Alors, je m'informe. Et lorsque vous vous informez, souvent les gens vous posent la question, mais oui, il y a eu des victoires, mais est-ce que vous avez vu des corps ou des cadavres de l'ennemi? C'est qui cet ennemi? C'est qui cet ennemi? Vous savez, un état de siège, donc lorsque vous donnez le pouvoir, que ce soit le pouvoir politique, administratif, judiciaire, à l'armée, vous devez bien identifier l'ennemi. Or, encore une fois, les personnes qui connaissent l'ennemi, c'est les populations autochtones. Elles peuvent vous dire, voilà l'ennemi, voilà les gens qui nous tuent la nuit, voilà les gens qui nous égorgent. Mais bon, je crois que on a tous un peu choisi le chemin de la facilité en parlant d'ADF, des ADF. Moi, personnellement, selon mes recherches, je sais que les ADF n'existent plus depuis longtemps. Et l'ADF est plutôt une marque déposée qui a été vendue ou cédée à certains. Mais que lorsqu'on attrape ces gens, et qu'on parle d'ADF, bon, depuis quand l'ADF a commencé à égorger nos populations? Depuis quand cette politique d'intimider, de terroriser les populations afin qu'elles abandonnent leurs terres et que ces terres soient occupées par d'autres, ça a commencé depuis quand? Mais vous parlez seulement de ZADF, vous avez oublié le FDLR et autres. Il n'y a pas que de ZADF. Oh, vous avez les FDLR, vous avez les NDC, vous avez les NDC rénovés, j'en connais. Et il faut savoir classer ces différents groupes armés. Vous avez des groupes armés qui ont été créés par le pouvoir congolais lui-même dans le passé. Vous avez des groupes armés qui sont gérés par nos voisins. Vous avez des groupes armés qui sont des groupes de patriotes, c'est-à-dire qui défendent les intérêts de leur communauté, la terre d'abord. Vous avez toutes sortes de groupes armés. Il faut faire aussi la différence entre les groupes armés afin d'adapter les stratégies de combat par rapport à ces groupes armés. Aujourd'hui, si vous voulez dresser un bilan de façon concrète, l'état des sièges décrété depuis le 6 mai va-t-il dans le bon sens? Encore une fois, si je me fie à ce que les autochtones disent, ne fût-ce qu'à travers leurs représentants à l'Assemblée nationale. Vous savez, leurs représentants ont insisté que désormais, il faudrait qu'il y ait un débat sur les résultats de cet état de siège, avant que l'Assemblée ne se prononce pour leur prorogation. Malheureusement, nous avons vu que même la dernière fois, le bureau a préféré passer rapidement encore au vote, et la commission qui est en train de recevoir les avis et les considérations des différents acteurs de cet état de siège continue son travail. Mais l'état de siège a été quand même prorogé. Mais toutes les mesures et les préalables étaient-ils réunis avant d'être... Je l'ai dit tout à l'heure, c'est la question que je me pose.
Non, est-ce Donc que vous ne savez rien sur cette question. Les préalables, pour moi, les préalables au décret instituant l'état de siège aurait dû être une consultation des forces vives. Écoutez, cette population et ses forces vives parlent depuis longtemps, depuis des années, et pointent les responsables du doigt depuis longtemps. Madame, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va chercher à savoir réellement ce qui se passe là-bas sur le terrain, qui sont ses responsables, tout ça. Les services de l'État connaissent, la population connaît, la MONUSCO connaît, mais il y a, je crois, de notre part, quand on dit notre, de nous les Quinois, il y a une propension à prendre un peu trop les choses à la légère lorsque cela concerne d'autres parties du pays. C'est-à-dire que on ne cherche pas à connaître le fond du problème et alors à chercher une solution de fond au problème. Mais je me demande, avec une armée infiltrée, comment engager le maximum de points sur terrain? Mais si vous avez une armée infiltrée, madame, qu'est-ce que vous faites? Désinfiltrer votre armée? Comment? Mais comment? Si vous êtes commandant, vous êtes chef, c'est vous qui nommez, c'est vous qui dégommez. Mais il y a des équilibres politiques au niveau de la région qui jouent aussi. Je vous donne un simple exemple. Hier, le président Museveni, le président de l'Ouganda, un journaliste lui pose la question s'il est prêt aussi, comme le Rwanda, à envoyer des troupes au Mozambique. Ils ont aussi un problème de terroristes qui dérangent une région là-bas. Et le président Museveni dit, avant de trouver la solution au Mozambique, il faut trouver la solution à l'est du Congo. Il n'y aura pas de solution au problème du Mozambique si on n'a pas réglé le problème à l'est du Congo. Parce que les gens qui dérangent là-bas au Mozambique, avant d'abord, ils ont dérangé pendant des années ici à l'est du Congo. Est-ce que nous, Congolais, nous avons des paramètres sur ce genre de choses? Et s'il dit vrai, vous pouvez imaginer ce que ça représente. Ça signifierait que vous avez des forces, des puissances qui utilisent des groupes armés pour déstabiliser différents pays africains. Donc c'est une organisation qui est bien huilée et qui a des moyens. Et lorsque le président Museveni, qui est quand même un patriarche dans la région, n'oublions pas qu'on l'appelait à un moment le Bismarck de l'Afrique, lorsqu'il dit que avant, si vous voulez trouver la solution au Mozambique, trouvons d'abord la solution ici à l'est du Congo, parce que c'est les mêmes individus, c'est le même système, donc c'est la même stratégie, ça fait partie du même plan de déstabilisation. Mais Albert Boleka, c'est quand même défendable qu'en plein état de siège, de voir ces groupes armés perpétrer les paisibles citoyens le jour comme la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Non, c'est totalement interdit, que ce soit en état de siège ou pas état de siège. Le rôle de l'armée, le devoir du militaire, c'est de protéger une population. Ce n'est pas de l'intimider, ce n'est pas de la violenter. Ça, tout militaire formé vous le dira. Mais est-ce que tous nos militaires sont formés? Ces groupes armés qui sévissent dans l'est de la RDC bénéficient-ils de soutien? De quel soutien? À l'interne comme à l'externe? Bénéficient de différents soutiens, que ce soit de pour ne pas dire des soutiens de nos autorités. Que ce soit de certains gouvernements, que ce soit de certains acteurs locaux. Je crois il y a, vous savez, au fil des années, je peux dire ces 15-20 dernières années, il y a eu tellement de rapports écrits et publiés que vous pouvez trouver même sur le net qui vous donnent des réponses à votre question. Il suffit de lire.
Il suffit de lire. Mais ils ont des soutiens, différents soutiens, que ce soit des gouvernements, que ce soit des privés, des acteurs politiques locaux ou étrangers. N'oubliez pas que nous avons eu un changement de régime dans ce pays lorsque le maréchal Mobutu a été chassé du pouvoir. Vous l'aimez bien? Par l'AFDEL. Si j'aime bien Mobutu. Mais Mobutu, apparemment, oui. C'est mon papa. Depuis que je suis né, je le connais et je l'ai appelé papa. Donc, c'est un sentiment qui va de soi, en dehors du fait que j'aime bien tout le monde. Mais le mouvement rebelle qui a chassé Mobutu du pouvoir venait d'où? Était organisé par qui? Était financé par qui? Lorsque nous avons vu entrer dans Kinshasa, nous avons été surpris de quoi? Vous parlez d'infiltration. Nous avons été surpris de quoi? Est-ce qu'on peut parler de l'absence de l'État dans cette zone? Pas seulement dans cette zone, dans tout le Congo. Vous savez, nous parlons d'État de droit, État de droit. Avant d'espérer avoir un État de droit, il faut d'abord avoir un État. Il faut d'abord avoir un État. Il faut restaurer la présence de l'État dans tous les domaines, et puis restaurer l'autorité de l'État dans tous les domaines. Et cela commence par le respect des lois, des règlements, de la Constitution, par l'État lui-même et ses institutions. Mais pensez-vous que l'état de siège serait la seule panacée à ce problème? Non, encore une fois, je pense que la meilleure voie de trouver la solution idoine au problème l'Ituri et Nord Kivu, c'est d'associer humblement les autochtones à cette recherche de solution. Et j'insiste sur humblement. Ça ne sert à rien d'imposer à des autochtones des décisions qui sont prises à 2000 km, madame. En parlant de cela, on comprend que la RDC est seulement victime de ses richesses. Mais est-ce que la balkanisation ne serait-elle pas la solution? C'est la théorie qu'a développée un professeur à Washington qui, il n'y a pas très longtemps, était l'envoyé spécial des États-Unis dans la sous-région, qui, lui, il a écrit un article il y a plusieurs années disant que la meilleure manière d'aider les Congolais, c'est de laisser le Congo se disloquer. Mais c'est une théorie que je ne partage pas parce qu'elle est contraire à la volonté des Congolais qui veulent demeurer ensemble et continuer à vivre ensemble. Madame, si cette volonté n'existait pas, le Congo serait disloqué depuis longtemps. À commencer par juillet 1960 avec la sécession du Katanga. Mais le Congo est resté le Congo. Après la nationalisation de l'Union minière par le jeune président Joseph Désiré Mobutu, on nous a envoyé des mercenaires au Katanga, au Kivu, les Jean Schram, les Bob Denard, mais le Congo est resté unique. Nous avons eu Chaba 1, Chaba 2, le Congo, le Zaïre est resté Zaïre. Parce que nous avons tenté plusieurs fois même la voie diplomatique, mais c'est là, apparemment, ça n'aboutit à rien. Voilà pourquoi on dit de penser à une autre solution, par exemple. Madame, lorsque vous parlez de balkanisation, je crois que c'est un terme qui a tellement été vulgarisé ici que les gens n'en recherchent même plus la véritable signification. Vous savez, la balkanisation, le terme est né de ce qui s'est passé dans les Balkans, dans la dislocation de l'ancienne Yougoslavie dirigée par le feu maréchal Tito. Aujourd'hui, vous avez des populations diverses qui forment le pays que nous appelons Congo, le pays de nos ancêtres. Et nous aimons notre pays tel qu'il est, c'est-à-dire dans ses frontières actuelles. Et nous sommes prêts à vivre ensemble, malgré nos différences, que ce soit des différences culturelles, par tribu, par ethnie, mais nous sommes habitués à ça.
Et de quel droit, vous, venant de l'extérieur, vous allez décréter que la meilleure manière de nous aider, c'est de nous disloquer? Non, ça c'est votre intérêt qui dicte ça, ce n'est pas l'intérêt du Congo. Croyez-moi, ce n'est pas l'intérêt des Congolais d'accepter ou de se coucher devant cette politique de balkanisation. Nombre d'élus locaux estiment que l'état de siège a provoqué une intensification de la violation et de l'atteinte de droits humains dans le Nord Kivu et en Ituri. Faudrait-il dire qu'il est temps de lever l'état de siège? Je crois que si l'on se fie aux avis des représentants de ces populations et des populations autochtones, s'il ne faut pas mettre en fin à cet état de siège, au moins il faut l'adapter à la situation sur le terrain et l'adapter aux intérêts et à la volonté des populations autochtones. Vous savez, les gouverneurs et vice-gouverneurs qui ont été nommés sont des militaires compétents. Ce sont des militaires formés, des académiciens, donc ils connaissent leur métier de militaire. Donc ils sont capables de gérer un état de siège. Il leur faut les moyens, tout ça, mais encore une fois, il y a toute une préparation parce que un militaire vous dira toujours que pour vaincre, il faut avoir la population non seulement avec vous, mais derrière vous, à 100%. Mais si la population n'est pas dans un état où elle peut vous soutenir quasiment aveuglément et être derrière vous, ça pose problème, ça peut poser problème. C'est la fin de ces top 15. Nous vous remercions d'avoir dit oui à notre invitation. On va se séparer par cette question. Vous êtes un analyste politique. Pensez-vous qu'il faut y avoir élection en 2023? Sommes-nous prêts pour affronter les élections de 2023? Sommes-nous prêts à voir tout ce qui se passe au niveau de la classe politique? Je pense que la classe politique n'est pas prête à affronter les élections. Alors la CENI est-elle prête à organiser des élections en 2023? Seul l'avenir nous le dira, mais moi j'ai beaucoup plus l'impression, beaucoup de choses me rappellent 2014, 2015. Mais la classe politique, assurément, n'est pas prête à affronter les élections. J'ai l'impression que la classe politique actuelle est en train de fuir ça. Mais vous savez comment on fait? On veut toujours mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre, que ça, c'est vous qui cherchez le glissement. Non, toute la classe politique cherche le glissement. C'est ce que moi j'observe. Merci Albert Mouleka, à la prochaine. Moi, merci. C'est déjà la fin de ce numéro. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci pour votre aimable attention. À très bientôt pour un prochain numéro de Top 15. iWeb.